La Russie, c'est la vie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc on commence pour le deuxième épisode de cette suite de vidéos. Et donc là, je vais parler de L'Éternel Mari, qui est un roman de Dostoïevski. Donc par contre, il faut le lire avant de regarder cette vidéo. Parce qu'en fait l'histoire est assez compliquée et assez longue à résumer, donc pour éviter de perdre du temps sur le résumé, j'ai passé directement aux personnages, parce qu'en fait c'est là que c'est ces personnages qui font vraiment toute la richesse de l'œuvre de Dostoïevski. Avant de commencer, juste une chose, précisez-moi en commentaire s'il y a des choses que je dois améliorer, si au niveau visuel, au niveau quoi que ce soit. Et puis j'ai remarqué aussi que je parlais assez vite, donc je vais essayer d'améliorer ça. Donc j'espère que cette vidéo va être mieux que la précédente par rapport à mon débit de parole. Et puis voilà. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que oui, là je sors une nouvelle vidéo aujourd'hui, mais je pense pas sortir de vidéo tous les jours. Voilà, si jamais ça se tient bien, si jamais je suis bien soutenu, je pense pouvoir faire une vidéo par semaine à peu près. Donc voilà. Donc on commence tout de suite. Alors, ce qu'il faut savoir avant, c'est que Dostoevsky, c'est un auteur russe très important parce qu'en fait, il a initié une nouvelle littérature qui va vraiment dans les tréfonds de la psychologie humaine et qui en fait analyse vraiment les comportements humains dans ce qu'ils ont de plus profond. En fait, quand il était étudiant, il a rencontré un groupe d'étudiants euh, de la même université que lui, et ils ont été arrêtés par l'Okrana. Alors l'Okrana, c'était la police tsariste, hein, voilà, c'était la police de l'époque. Et ils ont été condamnés à mort, sauf qu'au dernier moment où ils ont fait être condamnés à mort, parce qu'en fait, on les avait accusés d'actes révolutionnaires. euh, Certains étaient effectivement meneurs d'actes révolutionnaires, et du coup, Dostoïevski, qui n'avait rien à voir là-dedans, s'est retrouvé impliqué dedans. Il a été, donc, du coup, il aurait pu être mis à mort comme tous les autres, sauf que finalement, un messager du tsar est arrivé pour déclarer que le tsar les graciait et que finalement il les envoyait seulement au bagne. Et c'est en fait au bagne que Dostoïevski va développer un nouveau type de littérature qu'on appellera la littérature concentrationnaire, c'est-à-dire que c'est le premier qui va initier vraiment la littérature des gens qui ne veulent pas qu'on oublie les horreurs des camps. Et ça a effectivement commencé dans les camps de Sibérie avec justement les journaux, le journal de bord, entre guillemets, le carnet de notes, voilà, plus juste, de Dostoevsky, donc carnet qu'il entretenait régulièrement pendant son internement au bagne. Et donc il commençait à décrire les prisonniers, etc., leur psychologie. Il expliquait que il n'y a pas pire punition que le travail forcé, etc. Parce que c'est un travail qui, contrairement à celui des paysans, même s'il est très fatigant, au moins on produit des choses, et que le travail du bagne ne produit rien. Sinon la souffrance. Voilà, et donc après, évidemment, on connaît tous Solzhenitsyn, etc. Bon, Solzhenitsyn qui est un très grand auteur, mais bon, qui est un peu controversé aussi. Mais bref, en tout cas, il y a beaucoup d'autres auteurs aussi que Solzhenitsyn. Chamalov, par exemple, qui a continué ce courant littéraire qui a vraiment été important. Et donc voilà, tout ça, ça a été initié par Dostoevsky au départ. Et donc là, les personnages qui se trouvent dans l'Éternel Marie, il y en a deux principaux. Ce sont Velchaninov et Pavel Pavlovitch. Alors on va commencer par Pavel parce que il est plus compliqué, à mes yeux, il est un peu plus long à décrire que Velchaninov. Donc Pavel Pavlovitch, là je vais y arriver, c'était un ami de Velchaninov, et en fait ils étaient tous les deux amoureux de la même femme, et à partir du moment où celle-ci est morte, donc du coup il part l'annoncer à, à, à Velchaninov. Et en fait Velchaninov il remarque vraiment un changement dans le comportement de Pavel. C'est-à-dire qu'il est maintenant il est alcoolique, il boit, etc. Donc non seulement il est alcoolique, mais il semble avoir adopté un nouvel état d'esprit, plus insouciant, plus joyeux, mais en même temps il sent qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette joie, quelque chose de pas très naturel, comme si c'était un peu un masque qu'il essayait d'arborer. Et en fait il se rend compte que c'est pas vraiment un masque, en fait, c'est surtout sur le nouveau comportement que Pavel a adopté de manière définitive,
comportement que subit d'ailleurs la fille de Pavel, Lisa. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est sa fille ou si ce n'est pas sa fille. En tout cas, quand Lisa mourra plus tard de fièvre, Pavel Pavlovitch ne change pas de comportement. Alors qu'est-ce qu'il fait subir à sa fille Lisa? Il lui fait du chantage, même sans parler de chantage, en fait, il lui fait juste peur en lui disant attention, je vais me pendre, etc. Donc il prend la corde, hop, il se la met autour du cou, et puis il la terrifie, quoi. Et donc Velchaninov, quand il arrive dans l'appartement complètement délabré et dévasté de Pavel, il comprend pas ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il décide d'aider Lisa en fait, parce qu'il voit qu'elle est complètement terrifiée. Donc il se dit qu'il y a quelque chose qui cloche chez Pavel. Et en fait, tout au long du roman, Pavel Pavlovitch va garder exactement la même attitude vis-à-vis des choses, des gens qui l'entourent. En fait, il paraît vivre vraiment au jour le jour sans vraiment se soucier des choses. Et en fait, il a été complètement dévasté depuis la mort de sa femme, et plus le fait qu'il soit devenu alcoolique, en font un personnage un peu bouffon qui prend les choses à la légère sans vraiment anticiper les futurs événements, qui est vraiment qui agace en fait Velchaninov tout au long de l'histoire, parce qu'en fait il le suit et puis il décide finalement de se revoir, etc. À un moment donné il l'invite chez lui, puis il y a c'est une scène assez marquante parce que il y a une grande impression il y a une impression limite démoniaque en fait qui se dégage de Pavel Pavlovitch. D'ailleurs, ça fait penser au récit de Dostoïevski, Les démons, que je n'ai pas lu, hein, mais je le lirai sans doute très bientôt. Et voilà, donc en fait, Pavel, c'est vraiment un personnage qui sort des cadres, qui sort vraiment de toute définition, parce qu'à la fois, il a ce côté effectivement un peu bouffon, un peu. Alors, bouffon, quand j'emploie ce mot-là, c'est vraiment parce que c'est employé dans le récit, hein. D'ailleurs, Velchaninov l'insultera à plusieurs reprises de bouffon. Voilà, il agace les gens aussi, enfin, il agace surtout Velchaninov. Velchaninov est très agacé, et à un moment donné, il le frappe, je crois, parce qu'il n'en peut plus. Velchaninov, il est choqué aussi de voir que il n'éprouve pas d'empathie, Pavel, envers ni la fille qui est supposée être sa fille, ni voilà, c'est Velchaninov seul qui va qui va enterrer Lisa, voilà. Et Pavel, lui, semble ne pas s'en préoccuper du tout. Et ce n'est pas seulement parce qu'il est alcoolique, c'est parce que aussi c'est témoin de quelque chose. Parce que Pavel, d'une certaine façon, cherche Velchaninov, parce que Velchaninov, il est hypochondriaque, il se croit malade. Bref. On reviendra sur ça plus tard. Et Pavel, il a un côté aussi vraiment assez bestial, parce que lorsqu'il il est sur le point de tuer Velchaninov avec un rasoir, alors en fait, il était en train de dormir et Velchaninov le surprend et stoppe son geste, découvre qu'il avait le rasoir dans les mains. Et c'est vraiment un personnage qui ne prévoit pas, mais qui est lui-même également imprévisible. Et donc c'est vraiment un personnage qui est terriblement. Ouais, on peut dire qu'il est démoniaque d'une certaine façon, mais il est aussi il a son petit côté aussi un peu mielleux, un peu, bon, on pourrait limite dire sensuel, je sais pas, mais il est très. Alors, il n'est pas spécialement manipulateur, mais en tout cas, on ne peut jamais savoir à quoi s'attendre avec lui. Et c'est ça justement qui fait que Velchaninov se méfie beaucoup de lui. Et maintenant, Velchaninov. Donc c'est un hypochondriaque, hein, voilà, et à plusieurs reprises. Donc en fait, il connaissait également la femme dont Pavel venait de lui annoncer la mort. Lui, il a de l'empathie. Le seul problème, c'est que il ne s'est jamais vraiment affirmé. Il a toujours peur du regard des autres. Il fait souvent des cauchemars dans lesquels les autres l'accusent de quelque chose, d'un meurtre. Il ne se rappelle plus trop ce que c'est, mais il sait qu'en tout cas, les autres l'accusent. Donc en plus d'être hypochondriaque, il se croit malade, il est paranoïaque. Et du coup, ce qui fait, tout ça fait que il n'a pas beaucoup de relations sociales à l'extérieur. Il est très souvent complexé, gêné, voire même apeuré en pleine foule. Voilà, il a peur qu'on le suive, etc. Donc avec un ivrogne qui le suit derrière comme ça, là, autant dire qu'il n'est pas forcément rassuré. Et donc, voilà. Et en fait, Dostoïevski a voulu montrer un peu la cruauté d'une certaine ascension sociale. Parce qu'en fait, Velchaninov, alors quand je dis ascension, non, plus ascension psychologique. Parce qu'en fait, Velchaninov, à un moment donné, les deux vont chez des Ablekinin, qui est donc une famille riche, etc. Ils vont chez dans leur dacha de campagne, comme ça se faisait de coutume en Russie. Et à un moment donné, ils font. En fait, voilà, c'est ça. Pavel veut se marier avec l'une des filles de la famille. Sauf qu'elle le rejette. Elle le rejette, et de ce fait, Velchaninov l'humilie, en fait.
parce que après il demanda qu'est-ce qui sait chanter, machin. Et du coup lui il chante et son chant, je crois que c'était une chanson où en gros il déclare à une fille, etc., qui voulait l'embrasser, etc. Et du coup il sait que Pavel ça va le vexer puisqu'il est, parce qu'il est blessé par le refus de la fille, de la femme. Et du coup, Pavel devient à ce moment-là un être un peu incertain. D'un coup, il perd de cette espèce de gaieté, et puis il commence à se renfrogner, à devenir insistant. On ne sait pas vraiment s'il est fou, mais il commence à vraiment devenir étrange. Plusieurs fois, il insiste auprès de Velchaninov. Il lui dit ah là là, nous reparlerons de ça, etc. Et Velchaninov, lui, comme il entretient une relation avec l'une des filles qui se trouve dans la famille, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, Semyonovna, c'est son nom de famille, Semyonovna. Je ne me rappelle plus de reste, mais bref, en tout cas, voilà, il y a un jeu assez malsain entre les deux qui se poursuit tout au long du récit. C'est ça qui est génial avec Dostoïevski, c'est qu'en fait, chaque personnage est un miroir l'un pour l'autre. D'un côté, Pavel Pavlovitch, il s'est construit une personnalité faite de beaucoup de zones d'ombre en fait. Vraiment beaucoup de zones d'ombre qui sortent des cadres et qui nous fait voir des choses qu'on ne devrait pas voir ou qu'on ne veut pas voir. En fait, il a un effet cathartique, Pavel Pavlovitch, mais c'est une catharsis qui va plus loin que celle utilisée usuellement dans le théâtre, parce que là, contrairement à la catharsis pure, là il n'y a pas de choses choquantes montrées expressément, tout est dans le comportement même du personnage, autant dans ces moments de déraison pure que dans ces moments de parfaite aisance, il est terrifiant et en fait on a vraiment un rejet de ce personnage-là. Au moins on ne deviendra pas ivrogne. Donc voilà, mais bon, ça je prends ça un peu au premier degré, hein, mais vraiment quand on le lit, on se rend vraiment compte de toute la profondeur du personnage de Pavel Pavlovitch, qui est vraiment, pour moi, un des personnages les plus marquants de littérature pour les livres que j'ai lus pour l'instant. Après, d'autres seront à venir, c'est sûr. Et Velchaninov, lui, il ne savait pas très bien s'affirmer, il avait peur de tout du regard des autres, et là, de ce fait, les rôles sont inversés, puisque lorsqu'ils sont chez les Abdekinines, c'est lui qui se joue de Pavel, et c'est à Pavel, non pas d'avoir peur, mais disons d'être humilié par le regard de toute la famille des Ablekini. Et ça c'est vraiment quelque chose de fort dans le roman, parce qu'il y a un tournant, et c'est là où Velchaninov reprend un peu le dessus sur Pavel, voilà, jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant à voir, c'est ce jeu psychologique entre les deux personnages, pour lequel il faut lire le roman. S'il y a bien une raison pour laquelle il faut lire le roman, c'est pour ça. D'ailleurs, il y a un critique qui avait écrit: Je ne connais pas de roman qui, comme celui-ci, nous rende notre nuit. Voilà, donc il y a un effet aussi cathartique envers d'autres aspects que je n'aborderai pas, qui sont aussi traités par Dostoïevski dans maintes autres œuvres. Voilà. Donc j'en ai fini pour cette vidéo. Évidemment, ce que je dis n'a pas trop de sens si vous n'avez pas lu le roman L'Éternel Marie. Alors pourquoi L'Éternel Marie? Parce qu'à la fin, en fait, on découvre que Pavel Pavlovitch s'est remarié. Parce qu'il a besoin de... En fait, Pavel Pavlovitch, comme il est ivrogne, il a besoin toujours de s'accrocher à quelque chose. Donc lui, c'était le mariage. C'était le fait de parasiter Velchaninov avec une querelle du passé, etc. Et lui, Velchaninov, il avait besoin de s'affirmer, de sortir de son cloître, de son mur d'hypocondrie. Il a fini par en sortir, par se libérer. Alors, il n'écrase pas Pavel, ce n'est pas dans sa mentalité. Mais tout au plus, il se libère et à, euh, à, il réussit à s'affirmer, voilà, à devenir un homme plus respectable. D'ailleurs, à la fin du roman, au moment où il croise Pavel qui s'est marié, c'est-à-dire qu'il était dans la guerre et il s'apprêtait à prendre le train pour aller rejoindre un de ses amis à la campagne, ce qui est quasiment nouveau pour lui, puisque se sentait prêt à partir à travers toute la Russie comme si une nouvelle jeunesse pour lui commençait. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, bon, n'hésitez pas, hein, likez, etc. Commentez, comme je dis, partagez-moi partagez des idées, des livres éventuellement, et puis des, des conseils. Voilà, donc j'espère vraiment que vous avez aimé. Et juste pour information, la petite formule, la petite phrase que j'ai dit au début de la vidéo, la Russie c'est la vie, à chaque fois que mes vidéos porteront sur la littérature russe, je vais vous la resservir, parce que c'est obligé, c'est obligé. Dostoïevski, c'est tellement immense ce qu'il a fait, c'est incroyable. Voilà, donc c'est bien, parce que du coup, comme j'ai pas passé trop de temps à vous résumer l'intrigue, j'ai pu vous parler de l'auteur en début de vidéo, ça c'était cool.
Voilà, donc j'espère que j'ai pas parlé trop vite, que ça allait. Donc j'espère que vous avez aimé. Et puis dernière petite information, mes vidéos ne sont pas pour ceux qui n'ont pas lu les livres et qui veulent trouver un résumé rapide. Non, il y en a déjà assez comme ça sur Internet, des résumés rapides que vous pouvez trouver. Voilà, c'est pour ceux qui aiment la littérature et qui ont envie voilà, d'entendre quelqu'un qui veut partager, parce qu'il a des choses à dire, parce que moi j'avais envie de dire des choses, j'avais envie d'exprimer mon avis sur ce qui m'a marqué. En fait, c'est ça le principe de ma chaîne. Voilà, donc quand je dis parler de la littérature, oui, je parle de littérature, mais je parle de ce qui m'a marqué, de ce que moi j'ai pensé. D'ailleurs, analyse, quand je dis analyse, c'est un peu un grand mot, je suis pas du tout un professionnel, pas pour l'instant, j'espère le devenir. Voilà, effectivement. Donc, bah, en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé, et puis à très bientôt.